Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Nos chers amis Scott Ritter et John Helmer nous rejoignent aujourd'hui pour discuter du cas de l'Ukraine. Je vais commencer avec toi, Scott. La question de base, je pense, est la suivante. À ton avis, l'OTAN se dirige-t-elle vers une escalade majeure avec la Russie? Eh bien, nous devons séparer la politique de la réalité. Je pense que le thème consistant à considérer la Russie comme une menace justifiant une escalade est une réalité en Europe aujourd'hui. Je veux dire, cette idée est utilisée pour justifier la modernisation militaire, les réajustements politiques, les efforts d'industrialisation. En somme, une stratégie de fond en comble. La reconstruction de l'Europe se fait sur la base de la notion selon laquelle la Russie constitue une menace méritant ce type d'investissement politique, économique et sociétal. Il y a ensuite la réalité que l'OTAN, en tant qu'institution militaire, s'est atrophiée au point qu'aucune dose de stéroïdes, ni aucun entraînement intensif ne pourra jamais lui redonner sa vigueur. Surtout pas dans un délai qui permettrait de faire face à la Russie dans le contexte du conflit ukrainien. Le temps que l'Europe parvienne à se ressaisir, et je crois que l'Europe s'effondrera bien avant de parvenir à s'unir. Les Allemands évoquent 2029 comme une date possible. Ce conflit sera terminé depuis longtemps. La Russie aura atteint ses objectifs et sera passée au-delà de la situation actuelle que l'Europe s'est elle-même infligée. John, qu'en penses-tu? Eh bien, tout d'abord, nous convenons que l'escalade de l'action militaire de l'OTAN contre la Russie dure depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le niveau d'escalade. On peut le voir en Pologne, en France, en Angleterre. Dans chaque pays, les circonstances sont différentes. Le président Macron peut attaquer un pétrolier russe au large, qualifié de piraterie par le président Poutine, parce qu'il essaye maintenant, en tant que président affaibli face à un parlement hostile, de gouverner par décret exécutif. Cela l'aide donc en France à attiser un sentiment de guerre anti-russe et anti-slave, afin de satisfaire à l'exigence constitutionnelle selon laquelle la France doit faire face à une menace de guerre. C'est un problème politique français dans un État faible de l'OTAN, mais l'alliance de l'OTAN est composée d'États de ce type, que l'on considère la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, la Norvège ou d'autres. Ainsi, l'escalade est en cours. Le problème, c'est qu'elle est alimentée par les États-Unis. Cela fait partie du plan de Trump visant à enchaîner les guerres sur tous les fronts de l'OTAN. Au cours des dernières 48 heures, nous avons constaté une contradiction importante entre d'une part le ministère russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov et Mikhail Galouzine, affirmant que l'accord conclu entre le président Trump et le président Poutine à Anchorage a été épuisé, selon le terme de Ryabkov, ou vidé de sa substance, selon celui de Galouzine. Tous deux ont déclaré que cela s'explique principalement par le fait que les États européens sont déterminés à poursuivre la guerre sur le champ de bataille ukrainien et à l'intensifier le long des fronts ouest et nord de la Russie. En revanche, Yuri Ushakov, s'exprimant au nom du président Poutine, et Poutine lui-même ces dernières heures à Douchanbé lors d'une conférence de presse, ont insisté sur le fait que les accords ne sont ni épuisés ni vidés de leur substance. L'essentiel est que la tentative du Kremlin de dissocier l'escalade de l'OTAN contre la Russie des États-Unis et de trouver un moyen d'utiliser Trump pour bloquer l'OTAN se trouve désormais dans une situation périlleuse et incertaine. Scott, permettez-moi de commencer par une question un peu critique à propos de la Russie, sur le fonctionnement de l'administration là-bas.
L'administration Poutine semble unie. Mais selon vous, lorsque vous observez la Russie aujourd'hui, existe-t-il à Moscou des divergences de factions sur des questions clés de stratégie, de guerre, de commerce ou d'alliance? À Moscou, la ville elle-même, l'entité physique de la ville. Non, je parle de Moscou, je veux dire de la Russie, de la politique de la Russie dans son ensemble. En termes de responsables politiques, les principaux décideurs. Oui, exactement. Écoutez, je pense que Vladimir Poutine dirige un gouvernement à la fois autoritaire et collégial. Je crois qu'il existe des forums et des occasions où les gens peuvent exprimer des questions et des préoccupations, mais ils le font à l'écart des projecteurs. Je ne pense pas que Vladimir Poutine tolère, une fois qu'une décision est prise, que des hauts responsables s'expriment publiquement contre celle-ci. Ainsi, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. À mon avis, il y a un moment et un lieu pour que les gens s'expriment, et cela est encouragé. Mais une fois la décision prise, le devoir est de remplir les objectifs. Donc oui, à Moscou, je pense que dans les cercles officiels, il existe des endroits où les gens peuvent exprimer leurs objections. Une fois qu'une décision est prise, ce qui se passe, c'est que les personnes en périphérie du processus décisionnel, ou celles qui y participaient auparavant mais ne le font plus, peuvent formuler des critiques, vous savez, certaines voix sont entendues, mais à mon avis, Vladimir Poutine ne perd pas le sommeil à cause des critiques émises aujourd'hui à Moscou. Il est le commandant en chef, le chef de l'exécutif, et il dispose d'un processus par lequel les politiques sont élaborées et mises en œuvre, et le gouvernement respecte ces processus. C'est mon point de vue. Oui, John, je suis d'accord qu'il existe des factions. Il faut dire, et je pense que Scott serait d'accord, qu'à bien des égards, la prise de décision en Russie, qu'il s'agisse de la guerre sur le plan tactique, opérationnel ou stratégique, ou de la politique économique, est en réalité un processus plus démocratique qu'en France, au Royaume-Uni ou même aux États-Unis. D'ailleurs, si l'on considère la différence entre la présidence et... Le factionnalisme peut sembler péjoratif, mais en réalité, il est démocratique. Et ce que nous devons comprendre, ce sont deux choses concernant notre manière de percevoir l'élaboration des politiques russes et celle de Poutine. Le premier point est que c'est collégial, comme l'a dit Scott, et cela signifie que les gens ne sont pas d'accord sur toute une série de questions importantes. Dans une atmosphère collégiale et collective, la prise de décision collective est la règle. C'est la politique que Poutine a adoptée avant que la Russie n'envoie sa première délégation, dirigée par l'émissaire présidentiel Vladimir Medinsky, au pourparlers d'Istanbul. Le président Poutine a convoqué une très grande réunion de responsables clés. C'était une tentative de montrer et en fait d'écouter et de mettre en œuvre une prise de décision collective. La semaine dernière, le président Poutine a fait un certain nombre de remarques lors de la conférence du Club Valdai à Sotchi qui ont été mal interprétées. Et il a tenté de se rétracter et de clarifier ses propos, y compris le point essentiel qu'il a formulé peu après, à savoir qu'il s'en remettrait à ses collègues pour prendre des décisions concernant, par exemple, le déploiement menacé de Tomahawk contre la Russie, et ainsi de suite. Depuis, il y a eu une première réunion de l'organe civil du Conseil de sécurité, puis une réunion inhabituelle des commandants des armées de front, de l'état-major général et du ministre de la Défense. Voilà ce qu'on appelle la collégialité en action. La deuxième grande distinction dans le cas russe, dans le cas du président Poutine, en laissant de côté la période Eltsine, et que la Russie tire les leçons de ses erreurs beaucoup plus rapidement que la plupart des gens et des armées, et qu'elle est prête à admettre et à reconnaître que des erreurs ont été commises, des erreurs de calendrier, d'opération
d'application, d'anticipation. Toutes ces choses sont reconnues. C'est ainsi que le gouvernement devrait fonctionner, et c'est ainsi que la Russie fonctionne. Les erreurs qui ont été commises et qui continuent de l'être, sur lesquelles nous pourrons revenir dans un instant, concernent en particulier la manière de mettre fin à la guerre d'une façon qui atteigne les objectifs de la Russie et assure sa sécurité dans un dispositif de sécurité indivisible, non seulement avec son voisin immédiat, mais avec tout le voisinage, avec l'Europe. Il ne fait aucun doute que les opinions divergent fortement. Il ne fait aucun doute que lorsque le président Poutine a proposé au président Trump en février dernier de suspendre la campagne de guerre électronique contre l'Ukraine, l'état-major n'était pas content. Pas content du tout. Au cours des dernières semaines, nous avons vu, disons, une correction de ce que cette différence de faction représentait. Et la campagne de guerre électronique bat désormais son plein, menée chaque jour. Cela ne veut pas dire que les gens s'opposent au président. Cela signifie qu'ils reconnaissent que des erreurs de calendrier, d'anticipation et d'opération ont été commises et qu'elles sont en train d'être corrigées. Et Poutine a corrigé, à son crédit et à celui de l'état-major général, des services de renseignement et du ministère des Affaires étrangères, corrigé collectivement ce qu'ils veulent faire. Mais cela laisse des questions importantes, non décidées, non résolues. L'une d'elles est la Palestine et Israël. Scott, penses-tu que Donald Trump soit prêt ou disposé à mettre fin au conflit en Ukraine? Donald Trump. Vous voulez que, encore une fois, je ne veux pas être critique, mais lire Donald Trump, c'est comme lire les feuilles de thé 5 mois après que la tasse a été vidée. Permettez-moi de commenter cela. Tout d'abord, encore une fois, John et moi sommes totalement d'accord sur la manière dont je perçois le fonctionnement du gouvernement russe. Je dirais cependant qu'il faut reconnaître qu'avec l'administration Trump, nous avons affaire à une bête totalement différente de la façon dont le gouvernement russe a été conçu pour fonctionner. À l'époque où je travaillais sur le contrôle des armements et autres, nous avions un département d'État, un département de la défense et divers organismes officiels qui entretenaient des relations professionnelles avec leurs homologues soviétiques. Et pour la plupart, ce type de relations professionnelles existait à travers différentes administrations. Cette guerre a commencé dans sa forme actuelle en février 2022 sous l'administration Biden. Le problème avec l'administration Biden, c'est qu'elle a coupé les relations avec la Russie, tous ses contacts professionnels. À l'époque, un sous-secrétaire ou un adjoint au ministre de la Défense avait un carnet d'adresses, ce qu'on appelait autrefois un Rolodex, et il pouvait appeler son homologue. C'était encouragé. On pouvait discuter et dire « Hey, problème X, Y et Z, je dois régler cette affaire, aide-moi un peu. Que se passe-t-il? Que devons-nous faire pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable ?» Il y avait ce type de dialogue à des niveaux inférieurs pour empêcher que les problèmes ne deviennent des affaires dont les grands patrons devaient s'occuper. Biden a mis fin à cela. Il n'y avait tout simplement plus de communication. Et cela a poussé les Russes à adopter un mode de prise de décision particulier. En gros, vous travaillez dans un vide où il faut faire des suppositions. Et malheureusement, quand on est habitué à recevoir des informations et que soudain on n'en a plus, il faut prendre des décisions dans un vide informationnel. Et des erreurs se produisent, comme l'a dit John. Mais ce qu'il faut savoir à propos des Russes, c'est qu'ils tirent immédiatement les leçons de leurs erreurs, car ils les reconnaissent, prennent des mesures correctives et avancent. Alors Trump arrive, et vous savez, Anatoly Antonov, l'ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, quand je lui ai demandé « Qui voulez-vous voir gagner ?» Il a répondu « Je ne touche pas à cette question, même avec une perche de 3 mètres. »
Mais je peux vous dire ceci, les Russes préfèrent la prévisibilité. Nous aimerions la prévisibilité. Nous préférerions cela à presque tout le reste, car même si c'est mauvais, nous pouvons élaborer une politique efficace fondée sur la prévisibilité, sur des éléments connus. Donald Trump, lui, n'est pas prévisible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas pourvu les postes dans les différentes agences que Biden avait fermées. Donc, du point de vue russe, il n'y avait toujours aucune contribution entrante. Mais le grand changement, c'est que les plus hauts niveaux se parlaient. Et c'est problématique, car lorsque les plus hauts niveaux communiquent sans soutien des niveaux intermédiaires et inférieurs, tout le reste dépend encore de ce qui se passe au sommet. Et la chaîne de conseil habituelle ne remonte pas avant qu'un principal ne parle à un autre principal. Cela se passe dans un vide, ou au mieux dans un cadre consultatif très limité. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui en Russie, c'est que Vladimir Poutine a la tâche de gérer Donald Trump dans un vide de soutien et de conseil. Normalement, de nombreuses personnes interviennent avant que des présidents ne se parlent. Beaucoup d'autres qui coordonnent, s'assurent que les ordres du jour sont définis et ainsi de suite. Mais cela ne se produit pas. Tout est concentré entre les mains d'un petit groupe de personnes autour du bureau du président Poutine. Il y a donc un décalage entre ce que Poutine essaie de faire avec Trump, gérer une personnalité ingérable au profit de la politique russe, tenter d'amener Trump à aller dans la direction souhaitée par la Russie, tout en comprenant que Trump est tiré dans 50 directions différentes. Et cela crée un niveau de complexité que je pense que nous devons prendre en compte lorsque nous critiquons le gouvernement russe. Nous devons reconnaître que Donald Trump représente un ensemble de problèmes sans équivalent pour les Russes et qu'il n'existe pas de réponse bureaucratique à Donald Trump. C'est un problème pour la présidence russe et bien souvent, cela signifie que la présidence est déconnectée des conseillers collégiaux dont elle dispose. Il finit par devoir les informer après coup au lieu qu'il le briefe en amont. Donc oui, voilà ma perspective sur la question et je serais tout à fait disposé à céder la parole maintenant pour voir si John a des commentaires critiques à ce sujet, ce qui est très bien. Eh bien, merci Scott. Écoute, il y a certaines choses uniques en parlant en tant qu'Américain, avec une perspective américaine. Lorsque j'étais dans l'administration Carter, au cours des premiers mois de cette administration, j'étais dans la salle du cabinet lorsque nous avons informé le président Carter sur la manière de réorganiser le processus décisionnel de la Maison-Blanche, l'administration à laquelle il s'était engagé pendant la campagne de 1976. Pour supprimer et démanteler la présidence impériale, comme on l'appelait à l'époque. Et ce qui distinguait Carter, et je ne fais pas ici un commentaire pour ou contre, c'est qu'il savait lire. Devant lui se trouvait un dossier d'information de 300 pages que mes 15 collègues et moi, dont certains officiers militaires détachés, avions préparé pour lui, afin d'améliorer le processus de prise de décision, de sorte que le président puisse prendre des décisions fondées sur de véritables options, présentées par écrit, par les agences, les services de renseignement, les forces armées et l'équipe chargée de la politique intérieure. Il pouvait voir. Or, ce président ne sait pas lire, ne lit pas, et cela ressort très clairement des faits. Il aime les images, il est facilement manipulé. La salle du cabinet n'est pas un lieu d'écoute. Vous avez vu le président Trump rabrouer, insulter et utiliser ses réunions dans la salle du cabinet pour se mettre en scène devant la presse. Laissons cela de côté. Il y a un problème fondamental du côté des États-Unis. Il n'y a jamais eu, comme l'a dit Scott, une telle déconnexion. Et pour le moment, il n'y a pas d'équipe de sécurité nationale. Elle a été à la fois épurée puis supprimée,
car il n'y a pas de conseiller à la sécurité nationale, à part le secrétaire d'État. Lorsque Henry Kissinger dirigeait cette structure, il avait Alexander Haig et un groupe d'autres personnes très compétentes qui assuraient la coordination du Conseil de sécurité nationale. Dans cette administration, la coordination est assurée par des individus sous le président Trump qui le considèrent comme très prévisible. Je l'ai appelé le président rétroactif. Ce que fait la chaîne de paperasse, et les personnes peu connues dans le domaine de la politique étrangère ou du côté russe, comme Stephen Miller, le chef adjoint de cabinet qui a un bureau à l'étage de la Maison-Blanche, non pas à côté du président. C'est de placer Trump, par le biais des tweets et d'autres méthodes, dans une position où il sera toujours d'accord et approuvera rétrospectivement ce qu'ils font. Cela inclut la conduite de guerre à l'intérieur des États-Unis contre les villes votant démocrates et la conduite de guerre à l'extérieur des États-Unis, comme contre l'Iran et le Venezuela, et ainsi de suite. C'est donc un ensemble de problèmes uniques. Scott a raison. Deuxièmement, il est très difficile pour un gouvernement russe ou pour tout autre gouvernement, y compris les Britanniques, les Français et les Allemands, de surveiller et de comprendre ce qui se passe, et donc d'être en mesure d'anticiper et, comme l'a dit Scott, de se coordonner avec les États-Unis, à la fois en tant qu'adversaire et allié. Ainsi, la capacité de la Russie à comprendre ce qui se passe, qui prend les décisions et comment les choix sont formulés sous Trump. Ce processus a été interrompu par l'administration Biden, comme Scott vient de le dire. La coupure et la perturbation totale des canaux et institutions diplomatiques russes aux États-Unis, la fermeture légale du consulat de Seattle, et ainsi de suite, tout cela a laissé Moscou plus dans l'ombre que d'habitude. Et cela signifie que la tâche des services de renseignement, en particulier du SVR, consistant à comprendre et anticiper, est devenue bien plus difficile. Alors, qu'avons-nous observé? Eh bien, d'un côté, nous avons vu l'opinion publique russe soutenir le président des États-Unis dans une opportunité de faire la paix avec la Russie. C'était un changement très significatif dans l'opinion publique russe. C'était aussi un changement notable dans l'opinion du Kremlin avant l'élection de Trump, mais il n'a duré qu'un temps relativement court. Le Kremlin aimerait le prolonger. C'est ainsi qu'est venue l'idée, et c'était une bonne idée, une très bonne idée, de régler la question de l'homme de main de Trump, Stephen Witkoff. Nous entendons ce qu'il dit, mais Trump entend-il ce que nous disons à travers Witkoff? Au lieu de ce type d'intermédiation, le président Poutine, l'état-major, tout le monde, le ministère des Affaires étrangères, vous êtes tous d'accord, décidons d'entendre directement Trump. Ils élaborent donc une proposition que Trump, pour ses propres raisons, trouve attrayante. Se rencontrer en Alaska. Le président Poutine voulait se rencontrer dans un lieu neutre, à Dubaï, mais il a accepté que ce soit l'Alaska. Il y a des avantages politiques et médiatiques à cela, mais c'était le second choix. Ils se rendent donc en Alaska et tiennent une réunion écourtée. Elle devait être correctement préparée avec 4 heures supplémentaires d'échange, mais elle a été abrégée. Le président Poutine s'est assuré qu'il avait tout expliqué à Trump et que Trump avait tout compris. Eh bien, Trump a toutes sortes de difficultés. Je ne sais pas si nous voulons ennuyer le public en détaillant ici les difficultés cognitives, neurologiques, médicales et émotionnelles ou psychologiques de Trump. Mais du côté russe, pour interpréter cela, il y a toujours une remise liée à la personnalité. Toujours une remise. Aucun Russe éduqué à notre époque, et certainement pas à l'époque du président Poutine, n'ignore l'analyse léniniste, stalinienne ou marxiste de la structure de la prise de décision dans le monde. D'accord. Donc pour les Russes qui traitent avec Trump, il n'est pas confortable de voir l'individu soit comme un électron libre,
soit comme une figure incroyablement novatrice. Ils le voient, ils doivent le voir parce que c'est vrai. La réalité est marxiste, comme Jay l'a dit un jour. Ils doivent percevoir la structure de la personnalité de Trump, prenant des décisions à l'intérieur d'un cadre institutionnel formé par des lobbies, des factions, des intérêts institutionnels, et ainsi de suite. Par conséquent, ce que Poutine a fait, c'est dire « Laissez-moi parler directement avec ce type et voir ce qu'il comprend ». C'est pourquoi il y a eu, je cite, « la compréhension ». Quelle est cette compréhension? Qu'il y a eu compréhension. Mais la question devient alors, quand Trump rentre chez lui, entre à la Maison-Blanche, quel est le suivi? Et là, on voit le processus de la présidence rétroactive. Les factions à Washington. Et ce ne sont pas Rubio, ce ne sont pas Hegseth. Ce sont des individus et des forces sous-jacentes à ces individus. Bien plus probablement Ratcliffe à la CIA, bien plus probablement des gens en dessous, au Conseil de sécurité nationale, au Bureau de la gestion et du budget, les gens qui contrôlent l'argent, les gens qui contrôlent les documents, ils ont piégé Trump. Or, la capacité de la Russie à comprendre et anticiper cela a été affaiblie depuis des décennies. 10 ans. Mais deuxièmement, il y a une incapacité du côté russe, ou appelons cela un petit défaut, à savoir que les seuls Américains que les Russes écoutent sont les Américains pro-russes. Il n'y a rien de mal à écouter ses alliés dans un État étranger, mais ils ne sont pas un très bon guide pour comprendre ce que vos adversaires dans cet État étranger vont vous faire. Et c'est une faiblesse. C'est une faiblesse qui n'est pas reconnue à Moscou. Je ne dis pas que c'est une faute de ne pas écouter les Américains. Ce que je dis, c'est que le problème que Scott a mentionné à propos d'anticiper ce que Trump fera est aussi un problème d'anticipation de qui sont les gens et de ce qu'ils vont faire en coulisses. Et c'est notre travail, en tant qu'analyste ici, avec toutes les expériences militaires, politiques, économiques que nous avons, de déterminer qui, à Washington, fera quoi, à quel Russe et quand. Why Scott? Je veux dire, écoutez, encore une fois, John a parfaitement raison. Je vais simplement partager ma modeste expérience. Vous savez, tout d'abord, je serais réticent à me qualifier de pro-russe. Je suis pro-américain, je suis rouge, blanc et bleu, et je crois simplement qu'il est dans l'intérêt de l'Amérique d'entretenir de bonnes relations avec la Russie, et qu'il est préférable pour l'Amérique d'essayer de comprendre la Russie. Donc je fais cela. Et cela est souvent mal interprété comme étant pro-russe, ou comme une forme d'excuse pour des criminels, ou encore comme si j'étais la marionnette de Poutine. Eh bien soit. Mon travail consiste à essayer de mieux comprendre la Russie. Et je comprends que je ne comprends pas encore la Russie, donc je continue à essayer de mieux la comprendre. Je saisis chaque occasion pour parler avec des Russes, pour apprendre à les connaître. Et vous savez, j'ai été invité à l'ambassade de Russie à plusieurs reprises, à la célébration du jour de la victoire, à celle du défenseur de la patrie, à la fête de la Russie, et ainsi de suite. J'en profite pour parler avec les ambassadeurs russes, les conseillers, les attachés de défense et d'autres encore. Ce que j'ai appris, c'est que ces personnes, et je le sais, parce que j'ai moi-même exercé un poste en Union soviétique, qui avait un lien avec une ambassade, je sais ce que les ambassades sont censées faire, ce que leur personnel est censé faire. Leur travail consiste à sortir et à parler aux gens. Si vous êtes au service économique, vous êtes censé aller à la rencontre des économistes et des entrepreneurs, prendre le pouls de la réalité économique. Si vous êtes dans l'agriculture, vous faites la même chose. Tu es censé être sur le terrain en train de recueillir des informations. Ce n'est pas de l'espionnage, c'est de la diplomatie classique. Parler aux gens, recueillir des informations. Les attachés de défense, oui, ils ont parfois des missions différentes, et s'ils se font prendre à faire cela, ils sont expulsés du pays.
Mais leur principale tâche, c'est le circuit des cocktails. Leur travail consiste essentiellement à aller boire avec des gens, les écouter, puis revenir rédiger des rapports. C'est la même chose pour le département d'État. Différents attachés pour différentes fonctions, on rencontre des gens, on leur parle. Et donc, les Russes devraient être dehors, assister à des réunions, à des événements de groupes de réflexion, à des manifestations universitaires, aller dîner avec des collègues américains, inviter des collègues américains à l'ambassade pour discuter, participer à divers séminaires, et ainsi de suite. Et cela ne se produit pas du tout. Zéro. Ils sont exclus. Donc ces personnes-là, encore une fois, la façon dont cela est censé fonctionner, c'est, vous savez, Scott Ritter, attaché de défense, se rend là-bas et moi je sirote une bière avec mes collègues russes. On peut pas vraiment les appeler des amis, mais vous savez, on discute. Puis l'attaché turc arrive et nous avons une conversation intéressante sur l'intégration du S-400 dans les forces armées turques et sur ce que cela signifie pour le F-35. Aucun secret n'est échangé, juste des gens qui discutent, qui refont le monde. Ensuite, je rentre, je me fie à ma mémoire, je rédige un rapport et je le transmets par les voies officielles. Cela devient un câble qui entre dans le système et d'autres font la même chose. Et puis, les cadres intermédiaires commencent à lire tout ça et ils le lisent. Ils peuvent renvoyer quelques questions ou bien ils peuvent le consolider et le transmettre plus haut. On reçoit tous ces rapports issus des échanges en cours et cela constitue un ensemble de données, un ensemble d'informations qui favorise la prise de décision. C'est quelque chose de magnifique quand cela fonctionne. Et pourtant, c'est nié. L'ambassade de Russie est actuellement un vide intellectuel, non pas parce que les Russes manquent de capacité, ils n'ont simplement pas le droit de faire tout cela. Je veux dire, ils reçoivent bien des étrangers, mais c'est surtout en provenance du Sud global. Mais le rôle de l'ambassade de Russie n'est pas de s'occuper de l'Afrique. Et l'ambassade à Washington, D.C. n'est pas là pour rendre l'Afrique heureuse. Elle n'est pas là pour rendre l'Asie de l'Ouest heureuse. Elle n'est pas là pour rendre l'Asie du Sud-Est heureuse. Leur travail consiste à apprendre à connaître l'Amérique et à faire des choses avec les Américains. Et on ne leur permet absolument pas de faire ce travail. J'imagine qu'un environnement similaire existe à Moscou pour l'ambassade américaine. Absence totale de collecte d'informations et aucun rapport significatif ne sort. Et donc vous posez la question, qui? Personne. Il ne se passe rien en ce moment. L'ambassadeur auprès des Nations Unies, lorsqu'il parle de la possibilité que le premier département s'implique dans un désarmement significatif, c'est un vide total. Il ne sort rien des États-Unis. Personne ne parle. Personne ne fait rien. C'est la même chose à Washington, D.C. Il n'y a aucune connectivité. Je veux dire, nous faisons face à la possibilité que des Américains et des Russes aient un contact militaire involontaire. C'est justement ce qu'un attaché de défense est censé faire. En quelque sorte, se coordonner avec ses homologues américains en disant « Hey, comment éviter que cette situation devienne incontrôlable? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour ne pas vous inquiéter de ce que nous faisons? Vous savez, nous avons aussi quelques questions, car nous sommes préoccupés. » Et ils échangent des informations, ils rédigent des rapports, les rapports remontent aux supérieurs, puis des appels téléphoniques collégiaux peuvent être passés et les problèmes se résolvent. Personne ne fait cela en ce moment, Nima. Personne ne le fait. C'est un vide absolu. Et je conclurai par ceci. Xavier le point, en mai, il peut même se diplomatique de ses muscles. Je veux dire, vous savez, un athlète va à la salle de sport, s'entraîne et se prépare pour le match. Il peut n'utiliser un certain groupe musculaire qu'une ou deux fois pendant le jeu. Mais il faut que ce muscle fonctionne quand il en a besoin, car il a un travail à faire. La diplomatie, c'est la même chose, surtout dans un domaine complexe comme le contrôle des armements.
Si vous ne faites pas travailler vos muscles diplomatiques du contrôle des armements, ils s'atrophient. Le traité F a été négocié par un homme nommé Paul Nitze. Paul Nitze a pris conscience de l'importance du monde adulte à Hiroshima. Il était là après coup. Il a vu la bombe atomique. C'est Paul Nitze qui a pris le long télégramme de Kennan et l'a transformé en une directive de sécurité nationale qui est devenue la base de la guerre froide, la stratégie de l'endiguement. Paul Nitze a été présent tout au long de la guerre froide. Il comprenait le problème. Et donc, il comprenait comment obtenir une réponse. La réponse, c'était le traité INF. Il était le principal négociateur du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Il est mort, et tous les membres de son équipe sont soit morts, soit en train de mourir. Quand je travaillais là-dessus, en 1987-88, j'étais un gamin dans la vingtaine, l'un des plus jeunes impliqués. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Donc, les hommes qui avaient la quarantaine sont morts, et nous ne formons pas la prochaine génération. À un moment donné, lorsque la Russie et les États-Unis se rapprocheront à nouveau et normaliseront leurs relations, nous ne pourrons pas repartir du niveau où nous devrions être, à cet état avancé de préparation. Nous avons des gens dont les muscles se sont atrophiés ou qui ne les ont jamais développés. Nous allons devoir réentraîner les deux systèmes pour qu'ils puissent travailler ensemble, et cela prendra du temps. John, en fait aujourd'hui, Vladimir Poutine a parlé du traité sur les stocks nucléaires. Il a dit qu'il ne savait pas si les États-Unis seraient disposés à le prolonger. Eh bien, non, ce n'est pas tout à fait exact. Ce que nous savons, c'est que sur un point particulier, et je reviendrai sur certains des points généraux importants que Scott vient de soulever, une offre a été faite pour prolonger la période pendant laquelle les négociations du traité START peuvent avoir lieu. Certains sujets très importants doivent être abordés. Poutine a clairement indiqué que l'accord sur les Tomahawk en tant que missiles de champ de bataille est considéré comme stratégique par une partie et tactique par l'autre. Il y a beaucoup de travail à faire pour clarifier la capacité des missiles et la létalité des ogives entre les deux parties. Mais, comme Scott vient de le dire, cela demande du temps et de la préparation. Et il n'y a eu aucune mise en œuvre de la part du département d'État dirigé par Rubio, même du programme minimal visant à améliorer les contacts diplomatiques, aider les plombiers à réparer les toilettes de l'ambassade des États-Unis, à Moscou, et rouvrir la datcha russe en Virginie, ce genre de choses. Même à ce niveau, l'administration Trump, sous la direction de Rubio au département d'État, n'a pas tenu une promesse qui avait été faite. Maintenant, ce que Poutine a déclaré, et auquel Trump a acquiescé en passant lors d'une récente conférence de presse dans le bureau ovale, c'est qu'il faut plus de temps. Ainsi, au lieu que le traité START expire en février 2026, les deux parties ont convenu d'une prolongation du délai pour des discussions sérieuses, de véritables négociations, jusqu'en février 2027. Et c'est positif. Mais promettre plus de temps sans mettre en œuvre ce qui est nécessaire pendant ce temps est vain. Permettez-moi simplement de revenir sur quelques points que Scott a soulevés en général. Tout d'abord, nous sommes tous deux Américains. Je suis citoyen des États-Unis depuis 53 ans. Cela signifie que je suis Américain depuis que Scott avait 10 ou 12 ans. Donc la question de la loyauté envers le camp américain, la capacité d'analyse pour comprendre les dangers que chaque camp représente pour l'autre, et l'engagement moral a facilité la fin du conflit entre les deux camps. Cela remonte à 1917, cela remonte à la Révolution russe. C'est donc vieux d'un siècle. Nous sommes dans une guerre centenaire qui pourrait bien devenir une guerre bicentenaire. C'est la responsabilité à la fois du camp russe et du camp américain, avec bonne volonté, de se comprendre mutuellement.
Cela fait maintenant plus de 30 ans que je suis correspondant et reporter à Moscou, marié à une Russe, avec un foyer russe. Et je comprends, dans une certaine mesure, j'avais un grand-oncle qui est mort à Leningrad et qui fait partie du régiment immortel. Je pense ressentir, à travers ma famille, la famille de ma femme et sa famille élargie, la manière dont les Russes pensent. Quand je ne crois pas savoir, au cours des 30 dernières années, je regarde les sondages d'opinion et je sors, comme Scott l'a dit, pour essayer de poser des questions aux gens. Et c'est le travail d'un reporter, c'est le travail d'un analyste, c'est le travail de nombreux services d'un gouvernement. Quand cela ne fonctionne pas, on a un grave problème de distorsion de la perception. Dans le vide que Scott a décrit avec justesse, les gens en viennent à se replier sur leurs idéologies fondamentales, leur racisme, leur impérialisme, leur ambition de dominer. Et cela est aggravé dans la relation entre les États-Unis et la Russie par quelque chose qui est apparu durant la période Gorbatchev et qui est ensuite devenu une politique d'État sous Eltsine. Il s'agit de la faction russe qui veut être aimée des Américains. Si vous êtes un Américain comme moi ou un Américain comme Scott, vous sentez beaucoup de gens essayer de se rendre agréables pour leurs propres raisons. Peut-être qu'ils veulent une bourse à l'université Harvard, peut-être qu'ils veulent conclure une affaire. Mais le désir d'être aimé des Américains est devenu une force politique importante depuis, je pense, le milieu de l'ère Gorbatchev, et il s'est certainement accéléré avec l'arrivée d'Eltsine. Et cela ne disparaît pas encore. Et c'est un problème de malentendu du côté russe, quant à ce que leurs amis américains veulent réellement et ce que leurs adversaires américains veulent. On peut le voir se manifester dans les incompréhensions et les déformations à la fois de la machine de propagande russe et de la machine de propagande américaine. Cela signifie, et cela a toujours signifié, que le corps de presse américain à Moscou, même lorsqu'il était le plus libre, a toujours représenté ce qu'il comprenait être la ligne officielle. C'est ce que faisait le Moscow Times. C'était le porte-voix d'une certaine ligne émanant, disons, de l'establishment américain. Et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, The Moscow Times est contrôlé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Il existe donc un problème idéologique entre les Russes et les Américains. Il y a aussi un problème militaire sous-jacent qui demande du temps à résoudre. Mais, comme l'a dit Scott, il n'existe aucun cadre de négociation. À la place, on trouve la haine, le racisme et la perception du côté américain que les Russes seraient une sorte d'équivalent suprémaciste blanc. Cela fait partie du mouvement Méga-Maga qui considère les Russes comme des alliés contre le monde noir, le monde brun, le monde jaune. C'est du racisme, et cela ne résout aucun des problèmes que nous devons affronter sur les plans idéologiques, militaires ou économiques. Puis-je simplement ajouter quelque chose ici, l'avis de John sur ce que je vais dire. Tout d'abord, je suis d'accord. En ce qui concerne les Russes, ce que j'ai observé, c'est, encore une fois, je les appelle les survivants de l'ère Eltsine. Les gens des années 1990, qui, je dirais, ont cessé d'aimer la Russie pour tomber amoureux de l'Occident, et qui croyaient que la voie du succès pour la Russie passerait par l'Occident. Beaucoup d'entre eux n'ont pas perdu cette conviction. Au fond d'eux, ils pensent toujours que c'est le cas. Ensuite, il y a d'autres Russes, plus pragmatiques, plus réalistes, ceux avec qui on espère pouvoir dialoguer. Et il est en fait très important de dialoguer. Comme vous l'avez dit, il n'y a aucun problème à dialoguer avec les Russes qui aiment l'Amérique. Ils veulent échanger et ils veulent vous parler. Ils veulent capter ton attention. Mais les personnes avec lesquelles nous devons dialoguer sont celles que nous excluons. Et le danger, c'est qu'elles deviennent de moins en moins disposées à nous écouter. Vous savez, en Amérique, nous parlons souvent de la façon dont nous retombons dans nos péchés fondamentaux.
le racisme, l'impérialisme, et ainsi de suite. Je pense qu'en Russie, il y a un danger similaire. Il existe un nationalisme russe, et il n'y a rien de mal à cela. Je pense que les Russes devraient être très fiers de qui ils sont et de ce qu'ils sont. Mais laissés dans le vide, cela pourrait devenir quelque chose qui ne favorise pas une meilleure compréhension entre Américains et Russes. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps en Russie aujourd'hui. Je vais là-bas non pas parce que je sais quelque chose, je ne sais rien. Je veux apprendre, mais je veux aussi participer à des conversations, pas avec les gens qui aiment l'Amérique. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de voyager, ils viendront à vous. Mais aller en Russie et rencontrer des gens qui n'ont pas besoin d'aimer l'Amérique, mais avec qui je veux parler de l'Amérique. C'est ça, l'objectif. Je veux faciliter la communication pour que les muscles intellectuels ne s'atrophient pas, afin que lorsque le moment viendra d'avoir de meilleures relations, il y ait un groupe de personnes prêtes à s'y engager. Parce que si nous ne dialoguons pas avec les Russes, si nous laissons ce cordon ombilical d'échanges intellectuels être rompu, j'ai peur que les Russes finissent par faire ce que nous faisons. Ils vont se regrouper autour de ce corps d'extrémistes nationalistes qui chercheront à défendre ce qu'ils estiment être dans le meilleur intérêt de la Russie, mais pas nécessairement dans le meilleur sens du terme lorsqu'il s'agit des relations avec l'Amérique ou avec le reste du monde. Donc, vous savez, c'est difficile à faire, parce que, en le faisant, on vous accuse, comme je l'ai dit, d'être un apologiste de Poutine, un propagandiste russe, peu importe. Mais en réalité, je ne peux pas imaginer un devoir plus patriotique que celui que j'essaye d'accomplir en ce moment, à savoir maintenir ce cordon ombilical du discours intellectuel. Pas parce que je vais résoudre les problèmes, mais afin que les personnes qui les résoudront disposent d'une base de gens connectés sur laquelle s'appuyer pour obtenir de l'aide. Car aucun dirigeant, aussi fort soit-il, Vladimir Poutine ne peut pas le faire seul et Donald Trump ne peut pas le faire seul. S'ils décidaient aujourd'hui de vouloir entretenir de bonnes relations, ils auraient besoin de beaucoup d'aide venant de la base pour y parvenir, pour transformer la théorie en réalité. Je crois simplement que ces muscles, les muscles intellectuels du discours entre les États-Unis et la Russie, doivent être exercés autant que possible. Je pense que Scott parle essentiellement de créer une base sur laquelle construire. Tu ressens la même chose, John? Désolé, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre votre question, mais la première chose que je veux dire, c'est que je suis très heureux qu'une Russe, ma défunte épouse, Tatiana, m'ait aimé en tant qu'Américain. J'ai beaucoup appris de sa vie et je suis profondément désolé qu'elle ne soit plus là. Être aimé de cette manière par des Américains a enrichi ma vie. Deuxièmement, Scott et moi avons tous deux été troublés par les enquêtes du FBI sur nos liens avec la Russie. En 1995, j'ai été accusé d'être un espion soviétique. Scott a également vécu une expérience très désagréable, pris pour cible par l'administration Biden à travers le FBI. Dans nos deux cas, le FBI nous a innocentés. Les liens avec la Russie ne sont pas criminels. Cependant, comme le dit Scott, dans un vide de compétition et de conflit, il y a toujours eu une faction d'appelons-les extrémistes impérialistes. Les termes peuvent changer, on peut les appeler néoconservateurs ou leur donner un autre nom à Washington. L'engagement à poursuivre la guerre contre la Russie pose un problème. Du côté russe, depuis la période Eltsine, s'est formé un groupe d'affaires oligarchiques. Ils ont aimé l'Amérique parce qu'ils y ont placé leurs richesses, leurs enfants, leur éducation et leurs perspectives d'investissement. Ils ont investi aux États-Unis et désinvesti de la Russie. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mikhail Khodorkovsky est allé en prison, parce qu'il aimait trop l'Amérique. Il a désinvesti et comploté contre la Russie,
et a été reconnu coupable de certains de ces délits. On a donc une structure économique qui n'est pas encore tout à fait morte, mais qui est en train d'être remplacée. L'oligarchie russe, qui aime l'Amérique pour une raison, a détruit une immense quantité de capital russe qui aurait pu et dû être investi en Russie. Et dans la mesure où les sanctions ont forcé, un changement de politique à l'intérieur de la Russie à l'égard de l'oligarchie russe, ce qui est un sujet sur lequel je rapporte et que j'analyse depuis plus de 30 ans maintenant, c'est une libération positive que cette guerre a provoquée à l'intérieur même de la Russie. Donc, Scott et moi ne sommes pas en désaccord. Nous avons été punis de bien des façons pour la position que nous avons adoptée, laquelle, je pense, repose avant tout sur une analyse sincère. Quand cela a été embarrassant, nous avons rencontré de l'hostilité et en avons été punis. Eh bien, nous voilà, deux vieux hommes en train de parler. Enfin, Scott est un vieux monsieur. Moi aussi, je suis un vieux monsieur. Nous voilà donc toujours en train de discuter dans un avenir relativement plus positif. Permets-moi simplement de dire, John, tout d'abord, que je suis désolé pour ta femme. Je suis heureux que tu aies eu cette relation et Je suis marié à une Géorgienne, mais c'est une Géorgienne soviétique, ce qui veut dire qu'elle a été éduquée à Moscou. Elle parle couramment le russe, et je comprends parfaitement ce que vous dites. C'est ce genre d'amour auquel nous devrions nous engager et que nous devrions chérir pour toujours. Vous êtes donc béni d'avoir vécu cette expérience. Oui. John, je crois que ce que je t'ai demandé, et tu as dit que je n'avais pas compris ta question, c'était ceci. Scott essayait d'expliquer que si nous voulons une meilleure relation entre les États-Unis et la Russie, nous devons en poser les bases. Peu importe la manière dont Donald Trump essaye de dialoguer avec Vladimir Poutine, sans fondation, on ne peut pas construire de structure. Et c'est tout le point que Scott soulève à propos de la Russie. Penses-tu que ce soit possible? Selon toi, y a-t-il au sein de l'administration actuelle ou de l'establishment américain une préoccupation quant à la construction d'une telle base? Eh bien, écoutez, c'est une question importante et pertinente, et nous n'avons pas vraiment le temps d'en examiner tous les tenants et aboutissants. Je pourrais dire que, théoriquement, le côté russe a envisagé plusieurs manières de construire cette base dans les années 1970 et 1980. C'était une doctrine commune, une théorie politique répandue, selon laquelle la politique soviétique, puis russe, devait être aussi amicale que possible envers l'État d'Israël et le lobby sioniste à Washington. Parce que, pour une raison ou une autre, les Russes pensaient que les Juifs constituaient un groupe minoritaire très influent aux États-Unis. Et si l'on restait en bons termes avec eux, ils aideraient à atténuer l'hostilité sous-jacente envers l'Union soviétique, puis envers la Fédération de Russie. Cela s'est révélé faux, une théorie erronée. Yerfaf Deswaryanitsk. Ce que nous avons maintenant est un problème bien plus complexe. Israël dans l'élaboration de la politique russe, dans la politique du Moyen-Orient et dans la politique menée à l'égard des alliés stratégiques directs de la Russie, comme l'Iran. La Russie corrige cette erreur, ou du moins, nous l'espérons. Deuxièmement, il y a eu la théorie du business to business, selon laquelle on pourrait créer les conditions permettant à l'administration Trump de réduire les sanctions en ne les appliquant pas, en trouvant des accords de co-investissement et des reprises d'activités, d'investissements et d'échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars entre la Russie et les États-Unis, par le biais de connexions entre oligarques, de liens entre industrie et entreprises, et en offrant de vastes perspectives d'accords pour Boeing, ExxonMobil for Sturzwit.
Cette théorie a été mise en œuvre par la nomination par le président Poutine de Kirill Dmitriev en tant qu'émissaire spécial pour les relations économiques étrangères. Il a été formé aux États-Unis et sa mission consistait à correspondre à la nomination de Trump, Stephen Witkoff. Aujourd'hui, cela tourne à l'échec et il est très difficile pour une ligne politique dans laquelle on a tant investi de reconnaître cet échec. Dmitriev n'a réussi à produire aucun projet ou entreprise significatif. De plus, ces entreprises, par exemple ExxonMobil, se sont révélées réticentes ou incapables, plus réticentes qu'incapables, à faire pression sur l'administration Trump et sur Trump lui-même afin de trouver des conditions d'accord pour mettre fin à la guerre. Ainsi, les fondations sur lesquelles reposait cette stratégie, qu'il s'agisse du lobby juif à Washington ou du lobby des affaires à Washington, ces deux approches ont échoué. Et il y a beaucoup de consensus à Moscou, parmi mes sources, les contacts de Scott et ainsi de suite, sur le fait qu'ils reconnaissent l'échec, mais qu'ils n'ont pas besoin de le dire publiquement. Nous le pouvons, mais pas eux. C'est un échec car il y a un effort constant, comme il doit y en avoir un, pour reconstruire des éléments de la fondation chaque fois qu'ils s'effondrent. Alors, quelle fondation reste-t-il si l'on perd deux de ces blocs de construction? La réponse, c'est la peur. Il doit y avoir un engagement des deux côtés envers la destruction mutuelle, assurée, envers cette compréhension. Et Scott est un militaire, donc il peut en parler avec plus de compétences que moi. Il doit y avoir une compréhension des deux côtés selon laquelle le contrôle de l'escalade ne peut pas signifier la domination de l'un sur l'autre. Et il ne peut pas exister un système comme le Dôme d'or du président Trump, appelez-le le Dôme d'or de Musk si vous préférez, qui menace de bouleverser non seulement la doctrine de la destruction mutuelle assurée qui nous empêche de nous lancer des armes nucléaires, mais qui en même temps met en avant quelque chose que Trump a déclaré lors de son discours à la marine américaine pour son 250e anniversaire, dans une allocution sur le pont de l'USS Harry Truman l'autre jour. Il convient de noter, je ne l'ai pas sous les yeux mais je m'en souviens, que Trump a dit « Nous avons perdu la guerre du Vietnam parce que nous ne savions pas comment la gagner. Nous avons perdu la guerre d'Afghanistan parce que nous ne savions pas comment la gagner. C'est le politiquement correct que nous ne tolérerons plus. » Nous allons gagner. Je veux dire, c'est une doctrine du MAGA aux États-Unis, contre les villes de Chicago, Washington, Memphis, Tennessee, Portland, Oregon, Los Angeles, et ainsi de suite. C'est une doctrine de domination à l'échelle mondiale. Et quelle est la base pour la Russie ou pour tout autre adversaire des États-Unis, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, l'Iran, le Venezuela, etc. Quelle est la base qui peut dissuader chaque camp de faire quelque chose qui bouleverse l'équilibre? Eh bien, j'appelle cela la peur. Mais si vous avez un président debout sur le pont d'un porte-avions américain, répétant « gagner, gagner, gagner », et assurant à tout le monde que sa politique consiste à anéantir, c'est son mot, anéantir la soi-disant capacité nucléaire de l'Iran, alors vous avez un président qu'il est très difficile de convaincre que la peur constitue une base constructive pour les relations internationales. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à cela. La peur est une base constructive. Alors, examinons mon évaluation de l'Iran en ce moment. Poutine vient d'avoir une conversation avec Netanyahou, du moins selon la presse, et Netanyahou a dit « S'il vous plaît, dites aux Iraniens que nous ne voulons pas faire la guerre. » J'ai rencontré le président iranien il y a 2 semaines et il a dit que l'Iran pense qu'Israël est prêt à faire la guerre, que l'Amérique les soutiendra. Et vous savez, c'est un combat qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils affronteront. Le fait est qu'Israël a peur, parce que son dôme de fer n'a pas fonctionné, son bouclier antimissile n'a pas fonctionné, ils n'ont pas décapité les Iraniens. Les Iraniens tiennent toujours.
Et toute guerre future apporterait probablement beaucoup de souffrance à Israël qui ne peut pas se permettre en ce moment. C'est pourquoi je pense que cet appel téléphonique a eu lieu. Maintenant, Trump n'admettra pas la peur. Mais Netanyahou n'aurait pas passé cet appel si Trump n'avait pas donné son feu vert. Donc je pense que Trump, personnellement, reconnaît la peur, parce qu'il ne veut pas non plus d'une guerre avec l'Iran en ce moment. Et je pense que, tu as parlé des différents piliers de la Russie. Le volet économique n'a pas fonctionné, le volet juif n'a pas fonctionné. Je pense que nous en sommes maintenant au volet militaire et à la peur. Et à propos du nouveau traité START, tu sais, je révèle une partie d'un article que je suis en train d'écrire, mais c'est pas grave, je vais quand même le promouvoir. Trump parle de missiles rapides. On a eu le super, je veux dire, il a parlé, vous savez, du super. Il va 17 fois plus vite que tout le reste. Nous faisons les choses mieux. Nous construisons mieux. Boum. Rien de ce que nous construisons ne fonctionne. Rien de ce que nous construisons ne fonctionne. Le missile Sentinel, qui est censé remplacer le Minuteman vieux de 50 ans, ne fonctionne pas. Ils l'ont arrêté. Ils doivent maintenant prolonger le Minuteman. Le Dark Eagle, que tout le monde dit devoir être déployé en Allemagne l'année prochaine, ne fonctionne pas. Vous savez, l'ogive, ils ont réussi à la faire voler, mais ils disent « nous ne savons pas à quel point elle est létale ». Parce que tout ce que nous avons fait, c'est la faire voler. Nous ne savons en réalité pas quel est l'effet cinétique sur la cible. Et nous ne connaissons pas la capacité de survie, car nous avons passé tellement de temps à faire ce profilage avec des matériaux exotiques que nous n'avons pas testé l'électronique. Que se passe-t-il lorsque cette ogive arrive dans une zone russe protégée par la guerre électronique, le brouillage, etc., et que l'électronique est grillée, rendant l'ogive inopérante? Je peux vous garantir dès maintenant que lorsque cette ogive sera soumise à des tests de contre-cyberdéfense, elle échouera. Cela signifie donc que nous n'avons pas de Dark Eagle déployable à l'heure actuelle. Le missile Super Duper lancé depuis les airs, je pense qu'il s'agit de l'AGM-189, censé être lancé depuis un B-52. Il ne fonctionne pas. Tout simplement pas. Ils l'ont annulé, puis Trump a dit « ramenez-le ». Mais c'est impossible. C'est comme essayer de ranimer un cadavre. Trump n'est pas Jésus, et Lazare ne se lèvera pas d'entre les morts. Nous voilà donc dans une situation où rien de ce que nous faisons ne marche. Rien. Et le faux dôme d'or de Trump devait être déployé d'ici la fin de cette année. Pas la fin de son mandat. Cette année. Et pourtant, ils viennent de publier un contrat de 150 milliards de dollars. Ils disent que c'est parce qu'ils ont tiré les leçons du contrat Sentinelle, puisque le Congrès a une règle selon laquelle, si la croissance du contrat dépasse 18%, il est suspendu pour réexamen. Et chaque fois que Sentinel se mettait en marche, il montait en flèche et il devait l'arrêter. Il disait « Nous devons tout fermer, car cela ne marchera jamais. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Alors, pour surmonter cela, avec Golden Dome, et je pense que John a mis le doigt sur quelque chose quand il a dit que c'est, vous savez, le projet d'Elon Musk, mais aussi celui de Palantir et de quelques autres entreprises de défense. 150 milliards de dollars pour un contrat où il n'y a rien à produire. Aucun livrable, rien. 15 milliards de dollars par an, simplement jetés pour qu'ils puissent concevoir des idées. Et c'est sur 10 ans. Donc Golden Dome ne sera même pas le premier contrat livrable. Ça va pas marcher. Et voici la réalité. Tout fonctionne en Russie. Oreshnik fonctionne. L'Iskander-S, dont personne ne parle, la version de l'Iskander à 1000 miles de portée, d'une précision redoutable, fonctionne. Poutine a dit qu'il se préparait à annoncer de nouvelles armes. Je pense qu'il existe toute une famille d'armes intermédiaires et stratégiques
qui avait été mise en suspens lors de la signature du traité INF, puis de l'entrée en vigueur de New START. Des systèmes comme le Skorhost, le Courrier et d'autres, un petit ICBM et un missile plus petit, tactique à frappe rapide. Ceux-ci ont été ressortis et ils sont produits par une industrie de défense russe qui fonctionne, qui opère, qui livre. Et lorsque Trump sera informé de cette réalité, je pense que vous verrez une soudaine appréciation du contrôle des armements, car le contrôle des armements sera la seule chose qui sauvera les États-Unis. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les Russes. Nous n'en avons pas la capacité. Trump peut parler de son super-duper autant qu'il veut, mais cela ne fonctionne pas. Trump peut parler de la détection des missiles très rapides, des missiles lents. Nous avons les meilleurs missiles. Aucun d'entre eux ne fonctionne. Les seuls missiles que nous avons sont des Tomahawk qui sont très anciens et ils sont souvent abattus. Donc je pense que c'est mon espoir pour le contrôle des armements. L'incompétence de l'industrie de défense américaine rend le contrôle des armements nécessaire face à la compétence absolue de l'industrie de défense russe. Je suis d'accord avec Scott sur l'analyse de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, mais c'est notre travail. Scott a été analyste du renseignement au sein du corps des marines des États-Unis, chargé d'informer un commandant. Mon travail en tant que civil au sein du gouvernement grec et du gouvernement américain consiste à conseiller le supérieur sur ce qu'il faut faire si cela fonctionne. Comment préparer ses options? Quelles sont ses capacités au cas où quelque chose de létal surviendrait? Et cela fonctionne. Nous sommes donc d'accord, je suis heureux que nous soyons d'accord, pour dire que les deux parties se donnent plus de temps, encore 1 an et quelques, 16 ou 17 mois, pour parvenir à ce que Scott et moi considérons comme un espoir de contrôle des armements. Mais pour l'instant, certaines actions des États-Unis, des choses que Trump a faites, vont violemment à l'encontre de cet objectif. Et qu'elles aient fonctionné ou non, lorsque les États-Unis et Israël sont entrés en guerre contre l'Iran, la violence infligée à l'Iran est grave. L'Iran, la Russie et la Chine doivent développer la capacité de se défendre contre la violence infligée au Venezuela, lequel, soit dit en passant, a un accord de partenariat stratégique avec la Russie. Cette violence agit contre le président Maduro, contre le Venezuela, et menace d'y provoquer un niveau de destruction terrible. Le niveau de violence que les États-Unis ont infligé au Vietnam, ce qui n'a pas fonctionné, la guerre a été perdue, a été horrifiant pour le Vietnam. Il en va de même pour l'Afghanistan. Les capacités régionales de guerre des États-Unis peuvent causer énormément de dégâts, même lorsque les systèmes d'armes ne fonctionnent pas. Et c'est un problème auquel la Russie doit faire face sur le champ de bataille ukrainien. C'est aussi un problème que la partie russe doit affronter en interne, dans ses relations avec l'Iran, avec le Venezuela, et ainsi de suite. Je ne veux pas laisser de côté l'Extrême-Orient, la Chine, la Corée et d'autres, mais pour revenir à l'appel téléphonique de Netanyahou, c'est important. Je suis heureux que Scott l'ait mentionné. Pourquoi le président Poutine a-t-il passé un appel au Premier ministre Netanyahou lundi dernier? Et qu'a-t-on obtenu? Du point de vue iranien et du point de vue d'un analyste comme moi, rien. Rien de ce que Netanyahou dit à Poutine ne peut être cru ni digne de confiance. Si Netanyahou disait « Dites aux Iraniens X », les Iraniens doivent comprendre, après tous ces mois à écouter Stephen Witkoff, que rien de ce qui est dit ne peut être cru. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi le président Poutine a-t-il pensé que téléphoner au Premier ministre Netanyahou, en plein milieu des négociations avec le Hamas pour arrêter le génocide, était une bonne idée? Pourquoi pensait-il que les États arabes et l'Iran considéreraient cet appel téléphonique comme une quelconque garantie de bonne volonté à leur égard? Et quel en a été le résultat?
Eh bien, le résultat de cet appel, c'est que les États arabes, lorsque la rencontre a été organisée par le ministère russe des Affaires étrangères, sous la direction du ministre Lavrov, étaient prêts à se rendre à Moscou pour une conférence au sommet destinée à faire suite aux pourparlers de paix et aux négociations sur le génocide à Gaza, qui venaient d'être supervisées par Jared Kushner et Stephen Witkoff à Sharm el-Sheikh. Ce qui s'est passé, c'est que l'initiative du ministère des Affaires étrangères visant à convoquer un sommet arabe très important avec Poutine la semaine prochaine, le 15 octobre, a dû être annulée. Aucun dirigeant arabe important, ni l'Arabie saoudite, ni les Émirats arabes unis, ni le Qatar, ni l'Égypte, n'était prêt à dire qu'il viendrait. Le seul dirigeant arabe, je crois, qui a déclaré être disposé à venir était le terroriste syrien Al-Shara al-Jilani. C'est inacceptable, inacceptable pour tout le monde. Cela aurait certainement dû être inacceptable pour la partie russe. Mais une initiative qui devait démontrer la capacité de la Russie à être digne de confiance au Moyen-Orient a été irrémédiablement compromise par l'appel téléphonique avec Netanyahou. Comment on a pu imaginer au Kremlin que cela n'aurait aucun effet négatif sur le monde arabe? Je ne peux pas le comprendre. Ouais, je pense. Scott, as-tu quelque chose à dire à ce sujet? Quelle est ton opinion là-dessus? Je n'ai qu'une compréhension superficielle de ce qui s'est passé, et je n'ai pas la capacité d'aller aussi loin que John, donc je ne vais même pas essayer. J'ai du respect pour John. Chaque fois qu'il avance des faits, il se vérifie. Donc je pense que les gens devraient écouter ce que John vient de dire et s'en servir comme base. Je ne peux rien y ajouter, et je ne vais certainement pas essayer de le contredire. Oui, je pense que nous pouvons conclure pour aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de vous avoir tous les deux, Scott Ritter et John Elmer. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup. Et merci, Nima. J'ai passé un excellent moment. Très bien. Bonne chance. Bonne chance, toi.